m'appelle Nelly Fellen. Alors, en première étape, avant d'installer votre machine virtuelle grâce à VirtualBox, la première étape est d'aller télécharger la version ISO de Debian. Alors, pour ce, il faut aller sur le site officiel debian.org et d'aller télécharger le Debian. Alors là, la version en ce moment, c'est 11.6.0 en AMD 64 sur Windows. C'est vraiment très important. Et de l'avoir en .ISO. Donc, vous cliquez dessus. Vous avez bien le lien qui apparaît en bas. Vous cliquez dessus et vous le téléchargez. Moi, je l'ai fait. Il est donc prêt dans mes fichiers de téléchargement. Vous recherchez de chez Oracle VM VirtualBox. Vous allez bien sur oracle.com et vous faites, vous faites de préférence la version française qui sera plus facile pour vous. Vous cliquez dessus. Donc vous arrivez sur la plateforme de téléchargement du logiciel VirtualBox. Vous cliquez sur télécharger ici en haut à droite, télécharger Oracle VM VirtualBox. Et ensuite vous choisissez selon, c'est une plateforme avec plusieurs versions, avec selon votre, alors là moi je vous le fais pour Windows, je ne le fais pas pour Ubuntu ni en Linux. Je le fais uniquement en Windows. Et en plus, c'est un fichier de .exe. Donc, c'est très, très facile à mettre en place. Donc, vous faites Windows Installer. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Et vous voyez, il est installé là, en .exe. Vous aurez ainsi les deux logiciels indispensables pour créer votre machine virtuelle. Alors, dans cette vidéo, donc, j'apporte VirtualBox. Vous avez donc au préalable téléchargé ce logiciel en .exe et vous l'avez installé sur votre machine, sur votre ordinateur. Qu'est-ce que VirtualBox? Alors, c'est un logiciel gratuit, open source, qui permet la virtualisation de systèmes d'exploitation OS. C'est-à-dire que pour que votre machine fonctionne, il lui faut un système d'exploitation. Vous avez Windows et vous avez Linux. Grâce à ce logiciel, vous pouvez créer de nombreuses machines virtuelles avec un noyau Linux et plusieurs distributions sous forme de couches qui s'ajoutent au noyau, comme Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, mais il y en a plein d'autres, hein, il y en a plus d'une dizaine. Alors, le shell permet de communiquer avec votre machine. C'est un interpréteur de commande en mode texte qui est appelé aussi ligne de commande. Donc il permet de passer des commandes, des ordres au système, de dialoguer avec lui. La communication à distance se fait en SSH. Soit vous avez dans VirtualBox déjà votre ligne de commande qui est inclus dedans, ou soit vous pouvez interroger votre machine à distance avec un autre ordinateur. Du moment que vous avez un écran, un clavier et une machine, vous pouvez communiquer à distance avec votre serveur, si vous voulez créer un serveur sur votre machine, qui peut être hébergé chez AWS, chez Yonos, et vous pouvez communiquer avec grâce au SSH, c'est-à-dire de manière cryptée et sécurisée. Les données qui vont passer ne seront pas lisibles. Alors, les commandes de base de Linux, donc vous avez CTRL-C pour stopper la ligne de commande sans se déconnecter. Vous avez CD, vous mettez le nom de votre dossier pour vous déplacer vers un dossier. Donc CD et puis slash et après vous mettez par exemple var et vous irez dans le dossier var. C'est un peu le même système que Git. CD qui remonte d'un cran si vous êtes dans un dossier utilisateur, donc il remontera
à votre dossier Home. CD, tout seul, va vous ramener à la racine. Alors, il y a aussi la ligne de commande très souvent utilisée, c'est LS, qui liste les dossiers sans voir les dossiers cachés. LS espace-A permet de voir les fichiers cachés. Il commence par un point. Généralement, c'est fichiers cachés. LS man permet de voir les sur-opérateurs. LS espace-LA permet de voir aussi les permissions, la taille, la date de création. Les permissions, c'est quelque chose que je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai un lien par la suite, un peu plus loin dans le diaporama, pour comprendre comment fonctionnent les permissions. Ça peut vous bloquer si vous créez des dossiers avec des fichiers dedans qui ne peuvent pas être écrits, qui peuvent être juste lus, vous serez bloqué. Vous ne pourrez rien faire dedans. Même en les ouvrant avec Nano ou avec Vim, vous ne pourrez rien faire dedans. Alors, LS espace-RA, mais avec un R majuscule, permet de voir tous les dossiers avec les caches et leur emplacement. Alors, pour créer un dossier, vous faites mkdir et le nom de votre dossier. Bien sûr, vous vous mettez à l'emplacement où il doit être, soit vous lui indiquez le chemin, ou soit vous vous mettez dans l'emplacement où il doit être créé. rmdir permet de supprimer un dossier vide. Il faut supprimer les fichiers avant de supprimer le dossier, s'il n'est pas vide. mkdir est le nom du dossier, / un sous-dossier qui permet de créer donc un sous-dossier. rmdir, idem, test, c'est le nom d'un dossier, / et un sous-dossier, supprime le sous-dossier. Touche est le nom du fichier, permet de créer un fichier s'il n'est pas coloré en bleu. Il n'est pas coloré en bleu. Vous avez aussi deux autres façons de créer des fichiers. C'est en utilisant Nano. Vous faites Nano, vous mettez le nom du fichier. Il va s'ouvrir pour pouvoir aller écrire dedans. Et lorsqu'à la fin, avec Nano, vous faites CTRL O, vous validez et après vous faites CTRL C pour sortir. À ce moment-là, votre fichier va se créer. Avec Vim, c'est la même chose. Si vous faites Vim et le nom d'un fichier, il va se créer automatiquement quand vous serez rentré dedans, vous l'aurez enregistré. MV fichier texte, par exemple, déplace le fichier dans le dossier test. Donc MV, le nom d'un fichier, vers test, déplace le fichier. Alors pour les permissions, donc je vous ai mis un lien, c'est https://doc.ubuntu-fr.org/permission. Cela vous permet de voir vraiment toutes les possibilités afin avec le chmod, d'attribuer des permissions à des utilisateurs et des permissions sur les fichiers. Donc R c'est égal à lire, W c'est égal à écrire et X est égal à supprimer. Donc là dans l'exemple il y a un D, espace RWX. Alors il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe du root, du super utilisateur, qui lui, il aura forcément tout, RWX. Ensuite, il y a le groupe des utilisateurs un peu gestionnaires, si vous voulez. Et après, il y a le troisième groupe, c'est tous les utilisateurs du site. Lambda. À ce moment-là, vous octroyez des droits. Par exemple, quand on doit pouvoir écrire dans un formulaire, vous pourrez donner le droit d'écriture dans le fichier qui contient le formulaire. Sinon, les utilisateurs ne pourront rien remplir. Et là, dans ce cas-là, eh bien, les autres utilisateurs peuvent lire uniquement. Pour définir une permission pour tout le monde, on fait chmod A plus X. J'avais fait une vidéo, je la mettrai peut-être en ligne. Et pour nettoyer la fenêtre, c'est clear. Donc vous avez installé, lors d'une vidéo précédente, je vous ai montré comment on installe Debian,
comment on va le chercher surtout. C'est une image en fait, c'est l'image d'un disque, comme si vous aviez une clé USB ou un disque sur lequel Debian sera installé dessus. J'ai la version 11.6.0. Vous aurez peut-être une autre version au moment où vous ferez votre recherche. Et vous avez donc installé votre VirtualBox que vous avez été chercher en .exe. Le mien a été mis à jour. J'ai Norton qui me permet de mettre à jour tous mes logiciels et je l'ai mis à jour récemment en 7.0.4. Donc vous ouvrez votre VirtualBox. Une fois que vous l'avez ouvert, vous allez créer une nouvelle machine. Alors vous avez plusieurs chemins. Soit vous allez dans Fichier, Machine, et là vous avez un icône bleu en forme de roue dentée, vous appuyez sur Nouvelle. Vous avez aussi des raccourcis là d'icônes qui vous permettent d'y aller directement. Là vous mettez le nom de votre machine, donc je vais marquer serveur tuto. Là c'est l'endroit, la deuxième ligne folder, c'est l'endroit où il va être stocké sur votre disque dur. ISO image, on ne le met pas. Là par contre c'est pas du Windows, c'est du Linux. Et là, Oracle Linux 64 bits, ça c'est la version, mais moi je vais mettre que c'est du Debian. Tandis que je veux que ce soit du Debian. Alors, c'est avant Debian 11, puisque c'est la version 11, point quelque chose, et c'est en 64 bits. Je fais suivant. Là, je vais déterminer, comme sur un PC physique, vous avez un CPU qui va contenir une mémoire vive et là vous allez indiquer la mémoire vive que vous voulez mettre. Alors on peut mettre 4096, c'est largement suffisant. Le processeur, je vais en mettre 2. Vous faites suivant. Là vous allez créer un disque dur virtuel qui va contenir non seulement votre image de votre logiciel Debian en ISO, mais qui va aussi stocker tous vos fichiers et toutes les données concernant votre serveur ou votre machine virtuelle. Donc là, j'ai mis 20 gigas, ça suffit. C'est juste une démonstration, donc je ne vais pas mettre grand-chose dedans. Donc je fais suivant. Là, il fait un petit récapitulatif pour voir si vous êtes d'accord avec tout ça. Et vous faites Finish. Si actuellement vous cliquez dessus sur serveur tuto, il n'y a rien, il n'a pas de reboot. Donc là je suis bien en virtuel 7. Et là il va vous demander un DVD pour rebooter. Puisque pour installer un système d'exploitation, il lui faut une clé ou un CD, enfin un DVD, il lui faut quelque chose, un support pour pouvoir installer le système d'exploitation. Donc moi je vais aller le chercher. Donc c'était bien dans logiciel à garder, Debian, je vous montre. Hein. Donc le chemin dans logiciel à garder et Debian 11.6. Donc j'y vais. Voilà, je fais Mount on Retrieve Boot. Voilà, vous arrivez à votre fenêtre d'installation. Si vous arrivez là, c'est que votre fichier ISO est correct et qu'il a été pris en compte. Là, vous allez utiliser les flèches pour descendre, pour monter. Pour valider, quand vous avez, mais je le montrerai après, surtout, vous ne pouvez pas utiliser les flèches de votre pavé numérique. Ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser les quatre flèches qui sont isolées. Vous allez dans Install et vous faites Valider. Là, vous sélectionnez la langue. Donc, toujours avec la flèche pour descendre, French. Là, c'est France. Là, le clavier français. Il commence le téléchargement.
Là, c'est la détection réseau avec l'adresse IP. Il va attribuer une adresse IP à la machine. Donc, c'est le NAT. Normalement, par défaut, c'est le NAT. C'est-à-dire que ça correspond à votre pare-feu ou à votre configuration de votre box Internet. Suivant l'opérateur, ça commence par des chiffres différents. Alors, le nom de la machine, c'est un nom unique, donc qui identifie le système sur le réseau. Si vous paramétrez plusieurs serveurs dans une entreprise, chaque machine a un nom. Ça permet de la déterminer sur un réseau et de savoir quand il y a des soucis, laquelle est à revoir. Donc là, moi, je vais mettre serveur tuto, puisque c'est le nom de la machine que j'ai mis. Alors là, pour revenir en arrière ou continuer, vous utilisez la touche de tabulation. Continuer. Vous validez. Domaine, j'en ai pas. Vous pourriez, dans un serveur dédié, qui est à distance, hébergé ailleurs que chez vous, vous avez des noms de domaine pour accéder à vos sites. Parce que les gens qui vont aller sur votre site ne vont pas marquer 195.160.106.40, c'est impossible, donc il faut un nom de domaine. C'est là que vous pouvez le mettre quand vous configurez une machine. Vous faites valider. Alors là, c'est le super utilisateur. C'est l'administrateur de votre site, de votre serveur, de votre machine, qui va accéder à tous les dossiers, tous les fichiers, toutes les possibilités de gestion. Vous pouvez mettre un utilisateur qui aura accès qu'à un site. C'est pour ça que je disais le mot site en fait. Vous pouvez héberger plusieurs sites sur votre serveur et donner des droits d'accès qu'à des utilisateurs bien particuliers. Les propriétaires des sites par exemple. Mais le root aura accès à tout. Donc là, étant donné que c'est une démonstration, je vais fermer la fenêtre là parce qu'elle me gêne. Étant donné que c'est une démonstration, le mot de passe, je vais mettre un mot de passe très simple. Je vais mettre, parce que à chaque fois que je vais vous faire montrer sur la ligne de commande, à chaque fois, il faudra me creuser la tête à chercher, voilà. Donc moi, je mets mon AD de naissance et je mets route derrière. Alors, je vous ai dit que pour les flèches, vous ne pouvez pas utiliser le pavé numérique. Eh bien, pour les chiffres, c'est pareil. Vous ne pouvez pas utiliser le pavé numérique. Il faut utiliser la ligne de chiffres qui est au-dessus de votre ligne de lettres AZERTY. Et pour y accéder, c'est majuscule et le chiffre. Voilà. Et après, donc, je vais écrire route. Je fais tabulation pour aller sur continuer et je valide. Je le confirme, donc je continue. Je remets le même. Et je valide. Maintenant, je vais créer un utilisateur. Je vous ai dit que vous pouvez utiliser un utilisateur par site. Un utilisateur qui a accès à un site particulier. Vous aurez installé dans un dossier dans VAR un dossier qui contiendra du code d'un site internet ou d'un petit logiciel. Et à ce moment-là, cet utilisateur aura accès, vous allez paramétrer de façon à ce qu'il puisse accéder uniquement à ce site-là. Donc, le nom complet de votre utilisateur, je vais mettre utilisateur 1. Identifiant pour le compte utilisateur, eh ben, je vais laisser la même chose. Et là, je vais mettre le mot de passe. Et le mot de passe, ce sera tout simple. Pour mes démonstrations, ce sera plus facile. Là, je confirme.
Alors là, il faut utiliser le disque entier. Donc il est déjà en rouge, donc il est sélectionné, je appuie sur Entrée. Là, c'est le nom de votre disque, vous le sélectionnez. Tout dans une seule partition. Ça, c'est recommandé pour les débutants, parce qu'après, il faut vraiment programmer quel dossier on veut sur quel endroit quand c'est partitionné. C'est un peu compliqué. Là, il faut dire que vous voulez terminer le partitionnement et appliquer les changements. Alors là, faut-il appliquer les changements sur le disque? Ben, vous mettez oui. Donc là, il prépare le disque, le partitionnement de disque, et il installe le système de base de Linux dessus. Alors là, il a bien détecté que vous aviez mis Debian comme surcouche. Donc là, il vous demande si vous en avez un autre de support d'installation. Bon, moi, je vais mettre non, je n'ai pas d'autre. Alors le pays, le pays dans lequel vous avez la plateforme Debian qui permet le téléchargement des paquets de logiciels nécessaires au bon fonctionnement. Donc moi je vais mettre France. Là c'est bien deb.debian.org. Je le sélectionne. Mandataire, je n'en ai pas, donc je laisse vide. Donc là, il va aller chercher les paquets et il va les installer. Il va installer toutes les mises à jour qu'il va chercher sur debian.org. Alors là, il demande au niveau des statistiques pour améliorer l'utilisation de Debian ou de Linux, enfin de Debian là en l'occurrence puisque c'est marqué Popcorn. Il vous demande si vous voulez participer aux études statistiques. Moi, je mets oui parce que c'est utile pour la communauté. Alors là, les logiciels installés. Vous n'allez pas tout installer. Déjà un bureau, on n'en veut pas puisqu'on va utiliser la ligne de commande. Donc pour enlever la petite croix, vous appuyez sur la barre d'espace. Vous descendez avec la flèche. GNOME, je n'en veux pas non plus. Je veux serveur SSH pour pouvoir communiquer. Donc là, je rappuie sur la barre d'espace. Utilitaire usuel du système, là forcément oui, on en a besoin. Donc je fais sur continuer. Donc on a choisi et installé les logiciels à installer, il les installe. Vous voyez qu'il y a du Python, il y a du C pour la programmation de ces logiciels. Alors, le GRUB est le système d'amorçage de votre machine. Quand vous êtes sur Windows, que vous allumez votre PC, il y a un système d'amorçage. C'est le système qui met en départ le système d'exploitation. Vous n'avez rien à appuyer, ça se met automatiquement, c'est un amorçage. C'est que dès que le PC est allumé, pouf, ça se met en route. Et bien pour votre machine, vous avez besoin de ça aussi. Mais c'est un petit programme qui s'installe sur votre disque virtuel et qui permet justement de lancer la machine. Comme ça, votre ligne de commande va apparaître et vous pourrez être connecté directement. Donc là, je mets oui parce que je veux l'installer. Alors, je veux l'installer pas avec un choix manuel. Je vais sur mon disque virtuel, puisque je l'ai là, il y a le nom. Il va l'installer dessus.
Alors, l'installation est terminée. Vous allez pouvoir maintenant démarrer votre nouveau système, votre nouvelle machine. Et vous allez pouvoir continuer. Voilà, donc là, le groupe permet de se lancer directement. Et vous arrivez sur votre machine. Donc, votre login, si vous êtes le super utilisateur, vous faites route. Et votre passeport, celui que vous avez mis. Voilà. Une fois que vous êtes rentré, connecté à votre machine, donc là, il met bien Linux serveur tuto, c'est le nom de votre machine, en 5.10.0. Et Debian, c'est la version 5.10. Voilà, vous êtes dans le dossier 20. Et là, si vous faites LS, vous voyez tous les dossiers qui sont dedans. Si vous faites ls-la, et bien voilà, vous avez tous les dossiers avec les droits, les permissions. C'est ça que je vous disais, avec les groupes. Donc, je vais vous montrer que je peux me mettre en tant qu'utilisateur. Il y avait une commande qui permettait de basculer sur un autre utilisateur, mais je ne me souviens plus. Donc, utilisateur 1, voilà, le mot de passe. Et là, vous êtes connecté en tant qu'utilisateur 1. Celui qui aura droit à accéder qu'à un certain dossier. Pour éteindre ou allumer et démarrer votre machine virtuelle, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur votre machine, clic droit de la souris, vous allez dans le menu sur démarrer, et dans le sous-menu, vous avez démarrage normal, démarrage sans affichage. Le démarrage normal, c'est le démarrage avec la ligne de commande. Votre écran noir qui s'affiche et qui vous permet de communiquer avec votre machine. Le démarrage sans affichage démarre la machine, mais vous pouvez la communiquer avec un autre système de communication comme PuTTY ou un autre échelle en fait. Un autre extérieur de VirtualBox, de ce logiciel. Il y en a d'autres qui fonctionnent. Vous avez aussi WinSCP qui fonctionne aussi. Voilà, il se présente comme ça. Donc là, j'ai une mise à jour à faire, donc je ne pourrais pas vous montrer. Et vous avez, voilà, ça se situe comme ça. Où là, vous mettez votre adresse IP, le port, le nom de l'utilisateur. Donc là, par exemple, si je me mets en route, je mettrai route, le mot de passe, ou par exemple utilisateur 1 et le mot de passe. Vous avez aussi la possibilité avec PuTTY. Avec PuTTY, vous mettez votre adresse IP ici, votre port, et vous faites Open. Là, vous n'avez pas à mettre l'identifiant et le mot de passe, ça vous sera demandé dans la fenêtre de PuTTY, quand elle va s'ouvrir. Donc, vous avez deux choix. Alors, soit en passant donc par la gauche de l'écran, ou alors en haut, vous avez aussi un icône avec une flèche verte, et vous avez aussi un menu à cet endroit-là où vous avez démarrage normal et démarrage sans affichage. Voilà, le cours est terminé. Je vous dis à la prochaine.